je vais évoquer une époque d'une quinzaine d'années au cours de laquelle des développements de nouveaux accélérateurs a ouvert un très grand champ, un vaste champ de recherche. Cette période d'une quinzaine d'années commence dans la seconde moitié des années 50, 1950, et se termine au début des années 70. J'indique que je ne parlerai pas de l'anneau Spire, avec lequel des découvertes absolument majeures ont été faites. En 1974, un nouveau quark, en 1975, un nouveau lepton, parce que ça m'entraînerait vraiment trop loin. Pendant l'époque que j'évoque, les machines dont je vais parler avaient reçu le nom d'anneaux de stockage. Ensuite, ils sont devenus des anneaux de stockage et de collision. Et par la suite, dans les années 80, comme chacun sait, je pense, cette famille d'appareils a donné naissance, ou a été poursuivie plutôt par deux descendances. Une première qui était des anneaux appelés collisionneurs et qui sont utilisés par les physiciens des particules, et une seconde, source de rayonnement synchrotron, utilisée par des physiciens, par des biologistes, par des spécialistes de l'héritage culturel, par exemple. Pour ceux qui voudront savoir plus de choses sur cette période, j'indique l'existence du livre de Pierre Marin qui a été édité par l'association Sciences Co. Et bien sûr, je renvoie à la conférence de Sinendish pour ce qui est des sources à rayons synchrotrons, une conférence qui a été donnée il y a un peu moins de 2 ans et dont je donne l'adresse ici. Alors, pendant cette quinzaine d'années, on peut dire qu'il y a eu 2 avancées technologiques majeures qui ont ouvert la voie à cette nouvelle physique, pas cette nouvelle physique, mais ce nouveau champ de recherche. La première avancée a été de créer, de construire des synchrotrons d'un nouveau type dans lesquels les faisceaux pouvaient être non seulement accélérés, mais aussi maintenus en rotation pendant des périodes se comptant en heures, voire en jours. Alors, je rappelle en 2 mots ce qu'est un synchrotron à protons. Vous avez ici un schéma aussi simplifié que possible. Cet accélérateur circulaire est associé à un injecteur qui envoie des particules, par exemple des protons, dans la chambre à vide du synchrotron. Ce sont des particules qui, au départ, ont une énergie modeste. Le champ dans les aimants de courbure qui assurent la rotation circulaire des particules, le champ est encore à un niveau très bas. Et puis, progressivement, les particules sont accélérées grâce à une ou plusieurs cavités radiofréquences avec leur champ électromagnétique. Et c'est le champ électrique, évidemment, qui accélère les particules. Et au fur et à mesure que les particules sont accélérées, le champ dans les aimants de courbure est augmenté. Les particules circulent tout autour de la machine dans une chambre à vide, que vous voyez sur la coupe ici. Alors, dans le cas des anneaux de stockage, le principe est un peu le même, c'est-à-dire qu'un accélérateur auxiliaire injecte des particules qui sont piégées dans l'anneau. L'anneau a la capacité de faire varier l'énergie de ces particules injectées, mais par rapport à ces synchrotrons initiaux, on a la possibilité de les maintenir en rotation pendant une période très longue. Alors, lorsqu'on stocke, la seconde très grande avancée qu'il y a eu pendant cette période de 15 années a été d'utiliser des positrons comme particules faisant partie de l'arsenal des particules utilisées dans les accélérateurs. Alors, en utilisant des positrons, en incluant ces positrons, on a la possibilité d'étudier des annihilations entre électrons et positrons, entre matière et antimatière, et ces réactions sont très riches. Le champ de recherche était extrêmement riche. Quand on a affaire à un tel anneau de collision, mais le schéma est représenté ici,
On a un paquet d'électrons dans le cas le plus simple, un paquet d'électrons qui tourne dans un sens, un paquet de positrons qui tourne dans l'autre sens, et les collisions prennent place en deux endroits diamétralement opposés, et certaines de ces collisions produisent des particules nouvelles. L'énergie cinétique des particules stockées se transforme en matière et donc peuvent créer des particules nouvelles. Comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, je souhaite d'abord indiquer que le tout premier schéma jamais fait d'un anneau de collision est dû à Ralph Villeroy, qui était un ingénieur un ingénieur des accélérateurs, renommé d'ailleurs, qui a travaillé tant dans les accélérateurs linéaires que dans les accélérateurs circulaires, et tout particulièrement sur les bêtatrons. Il a eu deux idées qu'il a transformées dans un brevet, qu'il a fait reconnaître dans un brevet. La première idée, c'était donc tout simplement d'avoir ce schéma où on a un accélérateur initial, un injecteur, un accélérateur initial, dont les particules, une fois portées à haute énergie, sont dirigées par deux lignes de faisceau dans une machine unique, circulaire, dans lesquelles ces particules vont tourner, ces paquets vont tourner en sens opposé, se croiser, et il avait bien compris qu'en provoquant des collisions frontales, on gagnait beaucoup en énergie dans le centre de masse par rapport au cas où on envoie des projectiles sur des cibles fixes. Alors, il y a deux schémas sont montrés là. Et la deuxième idée de Villeroy, c'est qu'il s'était rendu compte que si on utilisait des paquets d'électrons et un seul croisement d'un paquet d'un paquet d'un accélérateur avec un autre paquet de notre accélérateur, les densités de ces paquets étaient beaucoup trop faibles pour qu'on ait un taux de collision qui soit suffisant. Donc, c'est pour ça qu'il stockait les particules dans ces anneaux. C'est pour ça qu'il stockait les particules dans ces anneaux. La fréquence de révolution dans ces anneaux est au départ, était de l'ordre de quelques dizaines de mégahertz, et par conséquent, les paquets opposés se croisaient très fréquemment, et ce qui permettait d'avoir un taux d'événement intéressant suffisant. Je cite cette phrase qui figure dans les mémoires de Villeroy qui ont été édités par Pedro Valošek, que je traduis rapidement. J'ai informé Touchek de mes nouvelles idées, et il m'a dit que c'était des idées qui étaient tout à fait évidentes. C'était le type de choses que la plupart des gens apprennent ou peuvent apprendre lorsqu'ils sont à l'école primaire. En fait, ce brevet n'a pas eu d'écho, mais c'est simplement lorsqu'on évoque l'histoire, il n'a pas eu d'écho, il n'est pas cité dans les premiers articles scientifiques dont je vais parler, qui proposent de la construction effective de machines du type anneau de stockage. Mais ces idées étaient quand même présentes, ces deux idées étaient quand même présentes déjà présentes dans le brevet de Villeroy. Alors, le premier article scientifique dans lequel la possibilité de provoquer des collisions frontales avec deux faisceaux différents a été publié. C'est un article de Kertz et de tout un groupe de physiciens des accélérateurs qui travaillaient avec lui, qui date de 1956, dans lequel il propose d'utiliser côte à côte, de construire côte à côte deux accélérateurs du type FFAG, c'est-à-dire Fixed Field Alternating Gradient. Ce sont des accélérateurs que ce groupe de physiciens avait étudiés en grand détail et qui permettaient d'atteindre des intensités de faisceaux particulièrement élevées, ce qui permettait d'avoir un taux de collision élevé lui aussi. Dans cet article, s'il y a des questions sur les FFAG, j'y reviendrai par la suite, mais ce serait trop long que je détaille quelle sorte de machine c'est.
Dans cet article, les questions de taux de collision, de dimension de paquet, de durée de vie, de bruit de fond sont déjà étudiées de façon assez approfondie. Malheureusement, ce projet n'a jamais été réalisé parce que ce groupe de physiciens n'a pas eu le financement d'accélérateurs suffisamment puissants. Selon la personne à laquelle on parle, si vous parlez à des soviétiques ou à des russes aujourd'hui, l'histoire de ces anneaux commence pour eux avec un article d'un théoricien qui s'appelait Petukov, qui proposait, lui, non pas des collisions entre protons comme ici, mais des collisions entre électrons. Le deuxième article le plus cité, le deuxième article le plus cité dans l'histoire des anneaux de stockage, c'est celui de Jerry O'Neill, qui lui a proposé, et c'était une idée très intéressante, de séparer la fonction accélératrice de la fonction stockage. Alors, dans le schéma qu'il propose, prenant l'exemple d'un accélérateur de protons de 3 GeV, cet accélérateur fournit des particules de 3 GeV qui sont éjectées de la machine et par des lignes de transfert sont... c'est-à-dire que comme je n'ai pas de pointeur, j'ai un problème avec ma flèche, décidément. Donc, ces particules sont envoyées dans deux... Oh là, c'est embêtant. Dans deux machines qui ont circulaires, à champ constant, à champ fixe, qui ont une section commune d'interaction, et il note, par un simple calcul cinématique, qu'avec une énergie dans le centre de masse qui, en l'occurrence, était de 8 GeV, si on voulait obtenir des collisions avec une même énergie de centre de masse, mais en ayant des projectiles qu'on envoie sur une cible fixe, par exemple sur des protons dans une cible liquide, eh bien, il fallait un accélérateur dont l'énergie était 10 fois plus élevée que celle qui est nécessaire dans le schéma qu'il propose. Alors, je vais rapidement voir ce point. J'imagine qu'on dispose d'un accélérateur linéaire, pour fixer les idées, qui accélère des particules de masse m à une énergie t, et que ces particules, mettons, sont des protons. Comme je viens de le dire, supposons qu'on les fait entrer en collision avec une cible fixe, l'énergie dans le centre de masse est fournie par cette formule, c'est une énergie relativiste. Le deuxième schéma, celui de Jerry O'Neill, on a le même accélérateur, les mêmes particules qu'on envoie dans deux anneaux, dans deux anneaux tangents l'un à l'autre. À ce moment-là, l'énergie dans le centre de masse est tout simplement 2 fois l'énergie cinétique plus l'énergie au repos. Quand on compare ces deux énergies de centre de masse, qu'on fait le rapport des deux, on se rend compte que dans le régime ultra-relativiste, le gain en énergie est de racine de 2 gamma, où gamma est le facteur relativiste. Par exemple, dans le cas d'ACO dont je vais parler tout à l'heure, qui était une machine à électrons de 500 MeV, eh bien, le facteur relativiste est de l'ordre de 1000, et on voit donc qu'on a un gain absolument considérable par rapport au mode de fonctionnement avec une cible fixe. Les 3 premières réalisations d'anneaux ont pris place dans 3 régions très distinctes du monde. J'espère qu'on peut voir. Oui. Initialement, attendez, je suis un peu gêné par... voilà. Décidément, j'ai des problèmes de flèche. Les premières études, alors je note tout d'abord qu'il s'agissait d'anneaux et moins ou d'anneaux et moins et plus, et non plus d'anneaux à protons, et je dirai tout à l'heure pourquoi. Les premières études ont été lancées par Boutker, qui était à l'époque dans un institut de Moscou, l'Institut Kurchatov, et qui a ensuite déménagé avec toute son équipe à Novosibirsk. Et le premier anneau qu'il a fait fonctionner, cette équipe a fait fonctionner, c'était une machine et moins, qui a été construite et exploitée à Novosibirsk. Dans le temps, la seconde machine a été une machine construite à Stanford
sous l'impulsion de Jerry O'Neill, qui s'est rendu à Stanford et qui a convaincu les physiciens du lieu, en particulier d'ailleurs Bert Richter, de construire une machine et la proposition date de 1958. Les derniers partis dans cette course, si on peut dire, ont été les Italiens, à l'initiative, sous l'impulsion de Bruno Touchet, qui a donné un séminaire mémorable au printemps 60 et qui a proposé une idée tout à fait révolutionnaire en fait par rapport aux deux autres, qui était non pas d'étudier des collisions électron-électron, mais des annihilations entre électrons et positrons qui présentent des avantages considérables par rapport aux deux autres. Ce séminaire a eu lieu donc en 60 et pas plus d'un an après, l'équipe de Frascati a été capable de construire l'ENO et de commencer à faire des expériences dès le printemps 61. Et on voit que, bien qu'ils étaient partis les derniers, les Italiens sont arrivés les premiers et c'est avec cette machine qu'ils ont construite que les premières observations de faisceaux et de collisions entre faisceaux, les propriétés de faisceaux et de collisions entre faisceaux ont pu être faites. Donc, les premières publications dans ce domaine de physique des accélérateurs ont été faites par ces Italiens. Il se trouve que la machine qu'ils utilisaient à Frascati n'était pas très performante en ce qui concerne le taux de stockage dans la machine. Et donc, à l'invitation de Pierre Marin, leur anneau a été transporté en 62 à Orsay pour qu'il bénéficie du faisceau très intense de l'accélérateur linéaire qui fonctionnait à Orsay. Alors, je réunis dans ce tableau ces trois anneaux dans une même génération. C'était des machines à focalisation faible. Je les ai classés ici par ordre chronologique. Vous avez leur nom. J'insiste à nouveau sur le fait que les deux premières machines étaient des machines électron-électron, que la troisième était destinée à des annihilations, à étudier des annihilations électrons-positrons, et les énergies qui figurent dans la dernière colonne vous montrent qu'elles étaient typiquement de quelques centaines de MeV jusqu'à 1 GeV pour la machine de Stanford. Alors, je vous souhaite vous présenter quand même des photographies des physiciens célèbres de la physique des accélérateurs qui sont à l'origine, qui ont initié ces trois projets et les ont conduits à bonne fin. À Novosibirsk, donc, c'était Gersh Butker, qui était un homme extraordinaire, un physicien extraordinaire, extrêmement inventif, et qui a créé toutes sortes de machines, y compris dans le domaine des générateurs d'ondes électromagnétiques très puissantes. À Stanford, donc, c'était Jerry O'Neill, et à Frascati, je vous montre ici deux photos de Bruno Touchet. Mais je vous montre aussi des photos de Pierre Marin, puisque c'est lui qui a été à l'initiative du transfert de l'anneau ADA italien à Orsay, et la photo du directeur d'alors du laboratoire, qui était André Blanc-Lapierre, qui a apporté tout son soutien à cette opération et ensuite apporté tout son soutien à la fabrication, à la construction d'un anneau propre à Orsay qui s'appelait ACO, dont je vais reparler, et ainsi a permis que se développe à Orsay un groupe d'ingénieurs et de techniciens des anneaux de stockage. C'était l'amorce, la venue d'ADA était l'amorce donc de la constitution de ce groupe d'experts qui ensuite s'est développé en physique des anneaux. Et je veux aussi montrer la photographie d'Yvette Cauchois, qui était professeure à la Faculté des sciences de Paris, directrice de laboratoire de chimie physique. Et c'est elle qui a joué un rôle absolument crucial avec des collaborateurs et des jeunes étudiants dont je parlerai tout à l'heure dans le développement de l'utilisation de rayonnement synchrotron en France. Au début, ces études portaient sur de la spectroscopie
atomiques ou moléculaires. Alors, quelles étaient les difficultés à surmonter pour passer des synchrotrons qui ne faisaient qu'accélérer à des stockages qui assuraient de longues périodes de rotation des particules dans les machines? Bien évidemment, la première difficulté, c'était de pouvoir maintenir les particules stockées sans les perdre et en faisant en sorte que les paquets ne se dispersent pas, que leur dimension n'augmente pas, parce que sinon le taux de réaction entre les paquets opposés aurait été trop bas. On peut noter que la distance parcourue en 1 heure par des particules ultra-relativistes est à peu près égale à 8 fois la distance Terre-Soleil. Donc on voit immédiatement que si le vide n'est pas très poussé dans la chambre à vide torique dans laquelle tournent les particules, si le vide n'est pas poussé, les particules stockées vont percuter des électrons ou des noyaux du gaz résiduel, typiquement de l'azote, de l'oxygène ou du gaz carbonique, et vont être éjectés. Ça demandait donc, pour réussir à maintenir les particules en rotation si longtemps, ça a demandé de pousser le vide dans les machines et il a fallu les pousser par un facteur 1000, puisque les pressions qui régnaient habituellement dans les accélérateurs à cette époque-là étaient de 10-6 mm de mercure. D'autre part, il fallait éviter évidemment que les particules en rotation traversent des résonances ou soient éjectées à cause de défauts d'alignement des électroaimants, des aimants dipolaires qui guident les particules. Et les spécifications étaient beaucoup plus sévères pour les aimants des anneaux que pour les accélérateurs dans lesquels les particules ne faisaient qu'un nombre de tours beaucoup plus limité. Et enfin, il était nécessaire d'assurer une grande fiabilité, une grande stabilité de toute installation de l'anneau ou des anneaux. En particulier, l'alimentation des aimants devait être bien meilleure que la stabilité et la précision du courant fourni par les alimentations devait être bien meilleure que tout ce qu'on faisait auparavant. Alors, le deuxième aspect essentiel, c'était qu'il fallait créer des particules suffisamment denses et c'est pour ça que, au lieu de commencer par des anneaux de stockage à protons, les premières machines étaient des anneaux à électrons ou positrons. C'est parce qu'il s'agissait de les stocker à des énergies où ils sont ultra-relativistes. Et leur rayonnement synchrotron entraîne d'une part une excitation d'oscillation bêtatron, mais il entraîne aussi un amortissement rapide de ces oscillations et ça permet de regrouper, je dirais, naturellement, sans qu'on ait rien de très particulier à faire, de regrouper les particules stockées en paquets denses et qui restent denses tout au long de leur rotation, si longue soit-elle. Alors, je voudrais expliquer pourquoi des anneaux et plus et moins ont rapidement remplacé tous les deux anneaux et moins, et les projets d'anneaux et moins. Tout d'abord, si on stocke des électrons et des positrons, on les stocke dans un même anneau, donc on n'a qu'un seul anneau à construire. Évidemment, la difficulté que présentent ces anneaux, c'est le fait qu'il faut produire des antiparticules en nombre suffisant, très élevé. Et ça, c'est une difficulté qui a été très sérieuse dès les premières générations d'anneaux et qui fait encore l'objet d'études aujourd'hui de manière à obtenir des faisceaux de positrons qui soient suffisamment intenses pour stocker dans les projets que l'on a actuellement. Un avantage d'une machine des plus et moins, sur lequel je reviendrai seulement s'il y a des questions, c'est qu'on a la garantie que les faisceaux se croisent. C'est-à-dire que même si le champ magnétique a des défauts, on est sûr que les paquets vont se croiser vont partager, disons que les paquets d'électrons et de positrons vont circuler sur la même orbite moyenne des faisceaux. Alors, c'est dû à certaines variances. C'est un avantage parce que si je prends par exemple les faisceaux d'Ada dont je vais parler tout à l'heure, ils ne faisaient que quelques dizaines de microns d'épaisseur et donc on aurait pu avoir a priori la crainte que les paquets circulent l'un au-dessus de l'autre sans se rencontrer.
mais il n'y avait en fait pas de souci à se faire puisque, à cause de cette propriété que je viens de rappeler, qu'ils avaient la même orbite moyenne. Et puis surtout, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la physique des annihilations est bien plus riche que la physique des collisions émoins, bien que la physique des collisions émoins avait un intérêt tout à fait important. Alors on peut se demander, puisque j'ai soulevé ce problème de collision, de création, je veux dire, des positrons, comment on crée cette antimatière. Eh bien, on part d'un faisceau d'électrons aussi intense et énergique que possible. On interpose une plaque métallique ou encore mieux un cristal convenablement orienté, d'où émergent des électrons, des positrons et des rayons gamma. Ces rayons gamma, on les fait ensuite traverser une cible dense de matériaux qui peut être amorphe et sortent de cette cible, encore une fois, des électrons, des positrons et des rayons gamma, et on s'arrange pour sélectionner puis accélérer seulement les positrons. Alors très rapidement, je vous montre ici le schéma global des anneaux de Stanford. Vous avez ici sur le côté droit, vous avez une photographie de ces deux anneaux qui étaient dans un plan horizontal, qui devait faire de 3 mètres à peu près de diamètre chacun, peut-être un peu plus. Et en rouge, vous voyez le point de collision. Dans cette région d'interaction, il y avait au-dessus et en dessous des chambres à étincelles pour détecter les diffusions élastiques de frontale entre les électrons et les positrons stockés, et les électrons stockés. Pardon. Ici, je vous montre le schéma des anneaux qui ont été construits et exploités à Novosibirsk. Vous voyez un injecteur spécial qui a été construit spécialement pour ces machines, les deux lignes de transfert et les deux anneaux. Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour que les particules entrent en collision avec des quantités de mouvement opposées, elles doivent tourner dans le même sens dans les deux anneaux. Autrement dit, c'est un champ magnétique de même direction qui doit être utilisé dans l'un et dans l'autre anneau. Ce qui explique qu'à Novosibirsk, ils avaient construit une culasse d'aimant qui était commune aux deux anneaux et qu'on voit ici, ils ont gardé ça dans un musée. Pour ce qui est de l'anneau de Frascati, je vous ai dit, ils sont partis les derniers, ils sont arrivés les premiers. Je projette cette copie de la première publication faite par le groupe pour vous montrer le fait que c'était un tout petit groupe de 4 physiciens auxquels se sont adjoints ensuite 2 autres physiciens des noms de Quartzoli et di Giugno. Leur machine s'appelait Anello di Accumulazione, donc je n'ai pas besoin de traduire. Voilà la photographie de cet anneau lorsqu'il était à Orsay. Ce que l'on voit d'abord en haut, oh la vache, ce que l'on voit d'abord en haut, c'est le tube de l'accélérateur linéaire par lequel arrivaient les électrons de haute énergie et de haute intensité. Ces électrons traversaient un écran, puis frappaient une plaque qui, en l'occurrence, était du tantal, dans lequel étaient créés des paires et plus et moins et des rayons gamma. Les électrons et les positrons étaient balayés par le champ magnétique de la machine, tandis que les photons pénétraient dans la chambre à vide. Alors la chambre à vide, je vais essayer de la montrer sans. La chambre à vide est ici, chambre à vide torique, et à l'intérieur de la chambre à vide, complètement à l'intérieur, il y avait une seconde plaque métallique dans laquelle les rayons gamma produisaient à nouveau des paires et plus et moins, et il était possible de sélectionner tantôt les électrons, tantôt les positrons et les accélérer avec une cavité radiofréquence. Je vous montre ici une photographie du rayonnement synchrotron de l'un des paquets. Il suffit d'une caméra de télévision d'ailleurs pour voir la lumière synchrotron qui, en l'occurrence, était bleu-violette.
Et ce que révèle cette photographie, c'est une coupe transverse d'un des deux paquets qui circulaient. Alors, en connaissant le grandissement de ce système optique, on pouvait déterminer directement les dimensions transverses du paquet stocké. Pour ce qui est des dimensions verticales, malheureusement, une telle photographie présente des distorsions dues à la diffraction et il n'est pas possible de remonter aux dimensions verticales du paquet stocké à partir d'une telle photo. La dimension verticale, comme je l'indiquais tout à l'heure, des paquets dans ADA était de quelques dizaines de microns. Je m'arrête une minute pour une curiosité. Quand il y avait très peu, il n'y avait que quelques électrons stockés dans la machine ADA, en détectant le rayonnement synchrotron qui émergeait à travers un hublot par un photomultiplicateur, il était possible de compter ces électrons un par un. Alors, je donne ici un exemple. Cet enregistrement commence à un moment où il y avait 5 électrons qui étaient stockés dans l'anneau. Et ensuite, en modulant la tension de la cavité radiofréquence, il était possible d'ajuster la durée de vie de manière à tuer ces électrons stockés un par un. Et ce que vous voyez ici, c'est les divers plateaux que l'on observait au fur et à mesure que les particules étaient éliminées du faisceau, avec en bas, ici, le courant d'obscurité du photomultiplicateur. Bon, ce type d'observation d'électrons unité par unité dans une machine qui était plus que macroscopique rappelle un peu les expériences de Millikan qui comptait lui aussi les électrons un par un. La première découverte importante qui a été faite à Orsay avec cette machine, c'est qu'il a été observé que plus on injectait de particules dans le faisceau, dans un ou l'autre faisceau, ce sont des observations qui ne nécessitaient qu'un seul faisceau, plus on injectait des particules dans l'un ou l'autre des faisceaux, plus la durée de vie était brève. Ce qui évidemment était un effet nuisible puisqu'il conduisait à une saturation du nombre de particules que l'on pouvait stocker. Cet effet a été interprété, puis la théorie a été établie par Bruno Touchek. Il a compris qu'il s'agissait de collisions entre les particules qui sont présentes, qui circulent dans le même paquet, des collisions qui sont dues au mouvement bêtatron, qui correspondent donc à des quantités de mouvements transverses et une transformation de cette quantité transverse en quantité longitudinale, quantité de mouvement longitudinal, et un transfert d'énergie tel que la cavité radiofréquence ne peut plus, qu'elle sorte du domaine d'acceptance de la cavité radiofréquence. La deuxième observation que je ne vais pas détailler, simplement, elle a été déjà dite tout à l'heure, je crois, par Louis Fayard, c'est que pour la première fois au monde, on a pu observer les collisions, non pas les annihilations, mais les collisions entre les faisceaux opposés dans un anneau. Pour ce faire, les collisions étaient mises en évidence en détectant des rayons gamma qui provenaient de collisions avec rayonnement de freinage entre électrons et positrons. Alors, je passe maintenant à une seconde génération d'anneaux que je présente ici par ordre chronologique, comme tout à l'heure. Il faut absolument que je bouge ça. Vous noterez tout d'abord que tous ces anneaux sont maintenant des anneaux à positrons et électrons, que leur énergie se situe à des énergies... Pardon. J'ai du mal à utiliser cette flèche, à des énergies qui se situent à l'ordre du GeV ou de quelques GeV, et qui se situent encore à Novosibirsk, en Italie, à Orsay
et dans le Massachusetts. Voici une photographie de l'anneau Hadone, cet anneau-ci, l'anneau Hadone construit à Frascati, qui était à peu près 7 ou 8 fois plus grand que l'anneau d'Aco et dont l'énergie dans le centre de masse était à peu près 3 fois l'énergie d'Aco à Orsay. Au centre de la photographie, vous voyez une cavité radiofréquence qui se trouve là parce qu'elle est en attente d'être montée sur l'anneau. Il ne faudrait pas croire qu'elle était utilisée dans cet emplacement. Voilà maintenant une photographie de l'anneau d'Aco à Orsay. C'est une machine d'environ 1 GeV d'énergie en centre de masse. Elle a l'air toute neuve, mais en fait, c'est bien la machine originelle qui a été utilisée avec les aimants d'époque, si je puis dire, les quadrupôles d'époque. Les tubes en jaune sont des protections des caméras de télévision qui permettaient d'observer le rayonnement synchrotron. Et tout ça a été repeint à l'initiative de l'association Sciences Aco dont j'ai parlé tout à l'heure pour pouvoir le montrer, la machine, à des visiteurs qui sont encadrés par cette association. Oui, je ne vais pas commenter davantage. Je voudrais passer. J'ai dit au départ que les groupes qui ont travaillé dans ce domaine étaient géographiquement relativement isolés et les relations entre ces groupes sont restées assez légères pendant quelques années. Mais il y a eu une réunion, une conférence qui a réuni un peu tout le monde et elle a été organisée en 1966 par André Blanc-Lapierre. C'est à son initiative que cette conférence s'est tenue, et c'est le LAL qui l'a organisée avec l'aide de l'Institut national des sciences et techniques de Saclay. Ce symposium, je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres par la suite, entièrement dévolu aux anneaux de stockage. Bien entendu, dans les conférences ultérieures, il y a eu, dans les grandes conférences sur les accélérateurs ultérieurs, il y a eu de nombreuses sessions qui ont été consacrées aux anneaux de stockage, mais là, c'est la seule qui était entièrement consacrée à ces anneaux. Alors, je voulais mettre en évidence 2 choses. La première, c'est que le discours d'ouverture a été prononcé par le ministre chargé de la recherche scientifique à l'époque, Alain Peyrefitte, ce qui est un grand honneur pour nous tous, et aussi vous montrer un sous-ensemble des participants où vous pouvez voir que un bon nombre des experts dans ce domaine étaient présents. Il y avait donc Boutker, Sidorov, Skrinsky pour Novosibirsk, Hamann, Bernardini, Pellegrini, Touchek pour Frascati, Picasso, qui a été plus tard le chef de projet du LEP, Richter, Jerry O'Neill, dont on a parlé, Matt Sands, qui a beaucoup travaillé sur la théorie et aussi les expériences d'ailleurs avec les anneaux, Sessler, Voss, bon, des tas de gens qui étaient ou qui sont devenus célèbres. Alors, je vais rapidement rappeler quels sont les résultats de physique des accélérateurs qui ont été obtenus avec les premiers anneaux. Bon, d'abord, la durée de vie des faisceaux dont on n'était quand même jamais sûr, a priori, qu'on pourrait atteindre des durées de vie de plusieurs heures ou de plusieurs jours. Les calculs qui avaient été faits initialement se sont trouvés confirmés dès Frascati dans la machine ADA. Et avec ADA, il a été possible de faire une autre mesure, c'était de mesurer la durée de vie dite quantique qui met en jeu les fluctuations du rayonnement synchrotron, le caractère stochastique de l'émission des photons et le fait que ces fluctuations peuvent faire croître la dispersion en énergie des particules stockées à un point tel qu'elles ne restent plus piégées dans le domaine de stabilité des cavités radiofréquences. Ada a aussi montré le rôle important que pouvait avoir dans la dimension des paquets les oscillations, un couplage entre les oscillations bêta-tron horizontales et verticales. La polarisation des faisceaux, ce qui a été exploité par la suite et qui est une propriété remarquable
des machines à électrons a été vu à ACO et à Web2 à peu près à la même époque. Et je mentionnais aussi dans ce domaine, c'est quelque chose qui relève aussi de la physique à une particule, c'est l'invention des sections efficaces, des sections à faible bêta à Cambridge. C'est une invention qui a été ensuite rapidement adoptée et qui contribue beaucoup à la montée en luminosité des machines qui ont été utilisées par la suite. Alors, parmi les effets collectifs, il y a eu l'effet Mann-Ritson qui a été prévu avant que toute machine soit construite dans la proposition de la machine de Stanford. Il a été observé pour la première fois à ACO et à Dawn. Et ensuite, c'est une limitation que l'on observe ou qu'on est susceptible d'observer dans tous les anneaux à électrons ou d'ailleurs proton-antiproton par la suite. Il y a eu l'effet Touchek simple dont j'ai parlé. Il y a eu un effet Touchek multiple qui s'appelle maintenant IBS, qui malheureusement, on n'a pas maintenu le nom de ces personnes qui ont établi la théorie en premier, qui étaient Henri Loïc et Joël Leduff. Donc, la théorie a été élaborée à Orsay et la validation a été faite à partir de mesures faites sur Ada. Ensuite, il y a eu de nombreuses... Il y a eu diverses instabilités qui ont été observées dans ces premières machines. Celle qui a eu peut-être le plus d'écho était l'instabilité tête-queue, vue à ACO, puis on la donne. Et la théorie a été faite un beau soir à Frascati par, il y avait Pellegrini, je pense, Sands et Touchek qui ont établi la théorie de cette instabilité. Un dernier effet que je note collectif, c'est l'allongement des paquets qui ont été d'abord observés sur ACO, rapidement sur Hadon aussi, et dont la théorie a été faite à Orsay. En physique des particules, je l'énumérerai très rapidement, les machines à électrons et électrons ont été en fait extrêmement précieuses pour faire des tests d'électrodynamique dans les années 60 et pour sonder une éventuelle structure interne des électrons. On se posait la question à l'époque de savoir si les électrons n'étaient pas, comme les protons et les neutrons, des particules composites. Et la meilleure façon d'explorer cette possibilité, c'était d'étudier les collisions élastiques frontales entre électrons. Donc là, il y a eu des mesures qui ont été extrêmement précieuses et qui, en fait, dont les résultats n'ont pas été remis en cause depuis. Avec les machines et plus et moins, les annihilations ont permis d'étudier le facteur électromagnétique du pi et du k dans le domaine temps. Les maisons vecteurs ρ, oméga, phi, qui jouent un rôle important dans les propriétés des noyaux, dans leur facteur de forme des noyaux, ont été étudiés en détail, à la fois la production et les modes de désintégration. À Orsay, il a été mis en évidence pour la première fois la polarisation du vide par des hadrons. Il faut faire attention, il s'agit là de la polarisation du vide, ça n'a rien à faire avec la polarisation des faisceaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit d'un effet qui affecte des hadrons, un effet qui affecte la propagation des photons ou des rayons gamma dans le vide. S'il y a une question, je reviendrai là-dessus. Et puis, des observations très, très importantes ont été des observations d'un hadron et de bypass, de la production abondante et inattendue de hadrons, dont l'interprétation, malheureusement, n'a pas été faite sur le champ. Alors, je termine par quelques transparents sur le rayonnement synchrotron à Orsay. Ce que je veux quand même d'abord mentionner, c'est que la première étape qui était dans les années 60, c'est qu'Yvette Gouchois, ses collaborateurs ou collaboratrices, Christiane Bonnel, Geclé et un étudiant, Pierre Dez, ont été faire des expériences de spectroscopie sur le synchrotron à électrons qui était à Frascati, celui-là même qui a été utilisé pour injecter des électrons dans ADA. Et ça a été le germe, l'amorce d'un développement qui n'a pas cessé de se poursuivre par la suite d'études du rayonnement synchrotron. Alors, les grandes étapes à Orsay ont été
l'installation de la première ligne de lumière qui ait jamais été construite auprès d'un anneau de stockage sur ACO, la première observation auprès d'un anneau aussi d'un effet laser. Il y a eu, on sait ce qui était, je crois, pas courant à l'époque, une source de rayons X très durs qui était disponible grâce à l'anneau DCI. Et puis, en fait, bien sûr, l'épanouissement complet de l'utilisation du rayonnement synchrotron avec la machine Super ACO. Je montre qu'une première photo où on voit l'anneau d'ACO qui était à une certaine époque entièrement utilisé par des physiciens ou des... Et vous voyez ici une des lignes de lumière. Vous voyez ici le laser à électrons libres qui a été installé sur ACO, qui est à peu près 1 mètre de long. La lumière, l'effet laser donc, a été mis en évidence dans le rouge. C'est cette tache rouge-là provient d'une tache de rayonnement cohérent qui provient du laser. Tout autour, vous avez un anneau noir dans lequel il n'y a pas de lumière. Il faut faire attention au fait que cet anneau violet-bleu, ce n'est pas du tout le laser, c'est du rayonnement synchrotron hors axe, j'ai dit hors axe, émis par l'onduleur. Je termine avec 2 transparents, ou 3 plutôt, mais 2. Les physiciens des particules, en particulier ceux qui travaillent avec des machines plus et moins, ont l'habitude de présenter ce diagramme dit de Livingstone, dans lequel un abscisse sont portées les années et en ordonnée sont portées les énergies maximales dans le centre de masse des diverses générations de machines. Alors, on démarre plus bas avec ADA et on termine au plus élevé aujourd'hui, la machine la plus élevée, qui est le LEP, dont l'énergie totale dans le centre de masse a légèrement dépassé les 200 GeV. Actuellement, il y a d'autres projets, et ici figure un projet de machine japonaise dont on ne sait pas s'il va être réalisé ou non. J'ai porté aussi, que je ne vois pas ici, Super Kite B. C'est une machine qui fonctionne maintenant et l'énergie n'est pas très élevée parce que le domaine des physiques qu'ils veulent explorer ne demande pas beaucoup d'énergie, mais par contre, c'est une machine qui a une luminosité qui est absolument fantastique. Et enfin, j'ai marqué ici la première machine proton-proton, le premier collisionneur proton-proton a été construit et exploité au CERN. Il avait une énergie dans le centre de masse qui était, décidément, qui était d'environ une cinquantaine de GeV. Et il n'a pas tellement tardé, on voit là qu'il n'a pas tellement tardé par rapport aux premières machines à électrons, puisqu'elle a été mise en œuvre en 1971, c'est-à-dire environ 8 ans après que les premiers anneaux et moins aient été mis en exploitation. Après, bien sûr, des machines comme le LHC avaient des domaines d'énergie beaucoup plus élevés. Et puis, si les physiciens des particules ont ce diagramme que je viens de montrer, les physiciens, la communauté scientifique pluridisciplinaire de rayonnement synchrotron a aussi son diagramme qui montre la rapidité de la progression des générations de sources de rayonnement synchrotron comparées à des rayons X. Ce qui est porté ici, c'est en fonction du temps, la brillance mesurée en photons par millimètre carré, par stéradian, par pourcentage dans une bande passante bien déterminée. Et ce que vous voyez, ce que l'on voit sur ce diagramme, c'est que ACO appartenait à la première génération, toute première génération de rayonnement synchrotron. Super ACO se situait déjà entre la 2e et la 3e génération. Soleil est pleinement en 3e génération. Et aujourd'hui, à Grenoble, il y a une machine qui a été mise en route récemment, qui s'appelle Extreme Brilliant, je ne sais pas comment on dit brillant en anglais, Source, une source extrêmement brillante. C'est la première au monde qui atteint cette brillance
et qui se trouve donc à Grenoble dans la lignée de l'ESRF. Et mon tout dernier transparent, mais c'est le plaisir que j'ai de remercier diverses personnes qui m'ont aidé dans divers domaines, qui m'ont aidé à élaborer cette conférence, les diapositives de cette conférence, et à les faire dérouler, à les présenter malheureusement un peu trop vite et surtout avec un problème de pointeur qui était un peu malheureux. Et merci à tous. Merci Jacques. Donc maintenant, nous allons demander des questions. Donc, comme l'a dit Michel, levez votre main si vous voulez parler. Attendez, Witold. Bonjour Jacques, je voudrais te remercier pour cette belle conférence. J'ai appris des choses. Est-ce que tu pourrais commenter sur les FFAG, principes et utilisations modernes? Pardon, sur le FFAG, donc, que tu avais évoqué très tôt. FFAG a été développé exclusivement, je pense, au MURA, Midwestern Universities, etc. Tu le connais, je pense, le MURA. C'est quelque chose qui combine d'une certaine façon les cyclotrons, ce qu'on faisait avec les cyclotrons et ce qu'on faisait avec les premiers synchrotrons. C'est-à-dire, c'est une machine dans laquelle les particules spiralisaient. Au lieu d'avoir des grands dés d'accélération de circulation comme dans un cyclotron, les dés étaient plus petits et le champ des aimants était fixe, ce qui faisait que les particules, quand elles gagnaient de l'énergie, spiralisaient progressivement. Et il était possible donc d'avoir des intensités particulièrement élevées dans ce type de machine. Mais leur exploitation était relativement difficile. C'était aussi une machine à focalisation forte, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'il y avait dans les cyclotrons qui étaient des pièces polaires énormes, là, il y avait toute une succession d'aimants avec des gradients des indices de l'ordre de K de l'ordre de quelques unités, plusieurs unités. Et il y avait des grands secteurs qui focalisaient et des petits secteurs qui défocalisaient. Et la combinaison de tout ça apportait une focalisation forte qui venait d'être découverte et mise en œuvre dans les synchrotrons. Donc, c'est tout ce que je peux dire de façon un peu concrète là-dessus. Bon, moi, je n'entends plus personne. Attends, c'est ma faute. C'est ma faute, mais pour l'instant, je ne vois pas de main se lever. Est-ce que des mains veulent se lever pour poser des questions, faire des commentaires? Moi, je pourrais. Tu n'as pas beaucoup parlé, mais non, forcément, tu t'es arrêté au début, de la suite disons, de ce qui s'est passé aux États-Unis, en particulier avec Spire, qui est quand même le moment, enfin, vu de loin, moi, quand je suis rentré dans la physique, à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était le moment où la physique des collisionneurs est plus et moins, le centre était passé de l'Europe aux États-Unis. Je sais que tu travailles avec tout le monde, avec Richter, avec Touchek. Est-ce que tu peux élaborer un peu là-dessus? Oui, ce que je te comprends tout à fait. Peut-être as-tu même pensé que l'histoire que je raconterai commencerait avec Spire, alors que je ne l'ai même pas. Non, pas du tout, pas du tout. Elle se termine avec Spire. Non, mais... Sur le plan, bon, il est clair que Spire a été un tournant en physique des particules. Je ne dirais pas que ça a été un tournant en physique des accélérateurs. Je pense que Spire a démontré
les performances de ce type de machines, mais elles ont été établies progressivement avec les machines antérieures. Spear, et d'ailleurs Adone avait potentiellement, Adone, il faut dire que la construction d'Adone a commencé pratiquement en même temps que la construction d'Ada, c'est-à-dire très tôt, en 1961, je pense. Mais pour des questions de grève et d'autres, Adone a mis pas mal de temps à fonctionner. Et puis surtout, il se trouve, comme tu le sais très bien, que l'énergie avec laquelle ils ont fait fonctionner la machine ne leur a pas permis d'être les découvreurs du gypsy. Mais potentiellement, la machine d'Adone avait la capacité de découvrir ce que Spear a découvert. Par conséquent, je dirais que ce n'est pas un tournant, ce n'est pas une étape décisive dans le développement des anneaux de stockage et de collision. Par contre, ce qui a été des avancées majeures, ça a été la construction, l'exploitation du SPS en anneau de collision proton-antiproton, parce que là, il fallait injecter les particules, et il y a le théorème de Liouville, il y a des problèmes pour injecter beaucoup de particules de type proton sans amortissement, a priori sans amortissement dans la machine. Et oui, c'est surtout ça, il fallait avoir un faisceau d'antiprotons suffisamment intense et surtout pouvoir refroidir les faisceaux de manière à avoir des faisceaux suffisamment denses. Et ce refroidissement, comme tu le sais bien, a abouti au prix Nobel qui a été décerné pour ce travail à Vandermeer. Paul, je vois que tu as levé la main. Bonjour Paul. Voilà. Oui, oui, j'ai levé la main et je ne sais pas comment l'enlever, mais ça ne fait rien, donc je pose ma question. Qu'est-ce qui se passe comment ça a démarré en Asie? Il y a des collisionneurs plus ou moins en Chine et au Japon, ça a démarré. Ah, oui, là je suis. Il y a eu une collaboration. Comment s'est fait le transfert vers l'Asie? En Chine, tout simplement par une collaboration entre les Chinois. Bon, il y a eu quand même, je peux dire que il y a eu un Chinois dont le nom échappe, c'est Gao, qui est resté à Orsay un certain temps, qui a passé, je pense, oui, il a vécu en France un certain temps, oui. Pardon? Il a vécu à Orsay un certain temps. Enfin, oui, il a vécu 2 ans, je pense, et il a passé une direction, un examen de direction, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais l'essentiel du transfert s'est fait par collaboration entre des gens du SLAC et les physiciens chinois. Donc, c'est passé par les États-Unis, alors. Vraiment des États-Unis. C'est un transfert complet de technologie entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'était pour amorcer la pompe. Mais par la suite, évidemment, les Chinois ont développé leur propre expertise et sont en mesure maintenant de faire des études et de proposer bientôt peut-être des machines de très haute énergie conçues exclusivement par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils volent évidemment maintenant de leurs propres ailes. Et au Japon? Alors, au Japon, je ne sais pas. Parce que dans les années 80, il y a eu le démarrage de… comment s'appelait l'accélérateur? Comment? Le démarrage de Keck. Oui, et puis l'accélérateur de l'anneau de collision… Tristan, voilà. Intermédiaire entre le LEP et… Enfin, entre Petra et le LEP, ou Petra PEP et le LEP. Tristan, ouais. Oui, donc oui, ça fait comment? Tu ne sais pas? Personnellement, je ne l'ai pas vu. Personnellement, je n'ai pas eu à collaborer avec les Japonais et je ne connais pas bien leurs installations, je dois l'avouer.
tout cas, merci pour ce très beau séminaire. Et merci à toi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou des commentaires? Je regarde. Oui. Bonjour Jacques. Bonjour. Je vais faire dire quelque chose sur la donnée et la découverte de la GPSI. Je serai très bref. Je veux dire qu'après Adone, justement, a été désigné pour une énergie de 3 GeV dans le centre masse seulement. Ça, c'était tout ce que vous avez dit dans novembre 1960. Après ça, il faut dire que quand la GPSI a été découverte par les Américains, alors on a dit à Frascati que l'énergie n'était pas suffisante à 3 GeV, et dans 3 jours, ils ont augmenté l'énergie d'Adone et ils ont découvert la GPSI. C'est-à-dire que la machine pouvait le faire. Mais naturellement, all les problèmes que vous avez dit avaient retardé le commencement de la machine. Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que Adone avait le potentiel de faire, certainement pas tout le travail qui a été fait sur Spire, mais qui avait quand même le potentiel de découvrir le quark charmé et avait le potentiel de découvrir le leptonto.